Oui, alors donc deuxième rendez-vous pour vous parler d'une période un peu méconnue peut-être, mais qui mérite vraiment d'être connue. Enfin, tout le monde on la connaît, mais sans la connaître vraiment. C'est ce qu'on appelle le Middle Stone Age. Donc je vais vous en parler. Juste vous rappeler que dans l'évolution de l'homme en Afrique, comme j'avais commencé la semaine dernière, il y a des grandes étapes culturelles, des grandes étapes anatomiques qui ont une évolution un petit peu parallèle. Donc, pour ces trois cours, j'avais choisi, c'est pas complètement linéaire, j'aurais pu faire les premiers outils, les bifaces, et puis après, j'ai préféré plus thématiquement sur trois spots, en tout cas deux spots assez importants dans cette évolution culturelle. La première, c'était la semaine dernière sur les premiers outils, l'émergence de la culture matérielle, on va dire. Et pour le deuxième, donc qui concerne un petit peu, la première concernait un petit peu l'apparition des premiers hommes, des premiers représentants du genre Homo. La deuxième va se situer sur une période aussi clé de la préhistoire en Afrique, qui est l'émergence, l'apparition de notre espèce d'Homo sapiens en Afrique. Et qui s'accompagne, on va le voir, d'innovations technico-culturelles qui sont assez fondamentales. Alors en fait, le Middle Stone Age n'a pas vraiment de chance, parce que si on le traduit, ça donne le Moyen-Âge de la pierre. Alors le Moyen-Âge de la pierre, est-ce que ça fait référence quand même à quelque chose d'un petit peu obscur, de pas très évolué, etc. Alors qu'en est-il si on le met au regard des innovations, comme je vous le dis? D'une part, il y a l'évolution anatomique et morphologique de l'homme vers l'espèce d'Homo sapiens. Et parallèlement, comme vous le voyez sur l'écran, il y a l'apparition de nouveautés techniques, de subsistance, de comportements qui sont tout à fait novateurs et qui accompagnent cette évolution de l'homme. Donc, Moyen-Âge, je crois qu'on ne peut pas le traduire comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai plutôt intitulé le cours ce soir une époque moderne et non pas du tout moyenâgeuse. Moderne d'autant plus qu'elle accompagne l'émergence, l'apparition de l'homme moderne en Afrique. Alors, si on revient un petit peu sur cette grande lignée humaine, culturelle de l'homme en Afrique, les changements comportementaux, techniques, de subsistance précèdent souvent finalement l'apparition d'une nouvelle espèce. Alors c'était vrai pour les premiers outils. Apparemment, on a une émergence de la complexité technique qui est avant, en tout cas, qui apparaît avant, qui précède les premiers, les plus anciens restes de représentants du genre Homo, même si c'est pas totalement vrai, on l'a vu la semaine dernière, il y a des découvertes chaque année, et là, on recule. Et il se peut qu'on reparle un petit peu de ce premier cours dans la semaine prochaine, pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, puisque quelques articles de référence devraient sortir là très vite. C'est le cas aussi pour l'Acheléen. Vous connaissez l'Acheléen peut-être, en tout cas par nom, avec tous les bifaces, les hachereaux. Il y a une nouvelle qui sont associées à Homo erectus en général, qui là aussi apparaissent en Afrique très tôt, 1,8 million d'années, juste avant ou quasiment pendant l'émergence d'Homo erectus en Afrique. Et c'est le cas, encore une fois, avec les changements comportementaux durant ce qu'on appelle le Middle Stone Age, durant cette période où graduellement Homo sapiens va apparaître. Excusez-moi. Alors, on va revenir un petit peu sur l'historique d'abord, parce que tout le monde, bien sûr, connaît la préhistoire européenne, puisque c'était un petit peu l'eurocentrisme de l'époque, avec John Lubbock d'abord qui divise les temps préhistoriques en paléolithique et en néolithique. On est au milieu du 19e, puis Boucher de Perthes,
l'Artais, etc., qui va commencer à faire une chronologie culturelle avec l'acheléen, le moustérien, l'orignacien, le paléolithique supérieur, inférieur, moyen, etc., grâce aux découvertes qu'on fait dans la vallée de la Somme en particulier en France, enfin toutes les découvertes qu'on fait dans ce temps-là. Et donc, les cultures préhistoriques, la chronologie culturelle, très bien, paléolithique inférieur, moyen, supérieur, qui sont vues à l'époque un peu comme une succession linéaire d'un schéma évolutif à une échelle globale qui, partout dans le monde, on serait comme ça. Il y aurait cette même évolution culturelle. Sur ce, on peut se demander quand même qu'est-ce qui se passe dans d'autres endroits, dans d'autres contrées que l'Europe de l'Ouest. Et on arrive enfin en Afrique où justement les premières découvertes et les premiers chercheurs qui se posent la question de cette préhistoire en Afrique, naturellement, on part d'abord d'une chronologie européenne, on parle avant tout au 19e, fin 19e, encore de paléolithique inférieur, moyen et supérieur, et petit à petit, on va affiner et voir, les chercheurs vont estimer que on ne peut pas calquer les découvertes européennes à celles qu'on peut faire en Afrique du Sud, puisque c'est le foyer un petit peu des recherches, des premières recherches en préhistoire, c'est en Afrique du Sud. Et donc il y a trois chercheurs pionniers qui s'appellent Van Ritlo, Goodwin ou Burkitt, qui vont commencer au fil des découvertes à dire attendez, on ne peut pas calquer justement cette chronologie européenne à celle de l'Afrique. Et donc petit à petit ils vont adopter une nomenclature totalement différente, pour se démarquer un petit peu de la nomenclature et de la terminologie et de l'eurocentrisme qui règne à l'époque. Et donc ils vont proposer dans les années 20 une nomenclature en Early, Middle et Later Stone Age. Alors, début 20e, on connaissait déjà, ils avaient commencé déjà à parler un petit peu du Early Stone Age. Early Stone Age, c'est simple, c'était tout ce qui était très vieux, qui était représenté par des gros bifaces, des gros cailloux taillés, etc. Et puis, il y avait le Later Stone Age. Donc voilà, Early Stone Age, des gros bifaces, c'était l'acheléen, grosso modo, avec des industries un petit peu différentes selon les sites qu'on trouvait. Et donc un Later Stone Age qui était juste le reflet, à la limite, de la préhistoire très récente, telle qu'on pouvait encore un peu la voir avec les derniers chasseurs-cueilleurs qu'il y avait dans la région, les Bushmen et les San, etc., etc. Donc c'était très lié à une époque très récente, parce que naturellement on n'a pas de datation encore, on est loin des dates. Donc on était deux temps, un très ancien et un très récent, et c'est pour ça qu'ils décident de créer un âge un petit peu entre les deux, le Middle Stone Age, parce que ça n'a rien à voir avec l'Early Stone Age, les gros cailloux dont je vous ai parlé, les gros bifaces, etc., ou le Later Stone Age, mais il y avait, dans des sites qui commençaient à fouiller, ils ont vu des niveaux avec des pierres taillées qui ressemblaient beaucoup plus à ce qu'on voyait au Paléolithique moyen en Europe que à ces premiers outils ou ces gros outils et les choses qu'on voyait avec les San ou les Bushmen. Donc, ils ont créé le terme Middle Stone Age avec des pointes, avec des éclats qui étaient plus petits, etc., etc. Donc, vraiment très similaire du Paléolithique moyen européen. En fait, ils ont publié ça en 1929 et le livre est un livre extraordinaire. C'est un livre tel qu'on pourrait presque l'écrire maintenant, très, très scientifique, très technologique, avec une approche vraiment dynamique de la préhistoire sud-africaine. Bon, pour plein de raisons que je ne vais pas décliner ici, mais en tout cas, c'est vraiment un livre de référence. Et quand on parle du Middle Stone Age, vous pouvez aller dans tous les articles scientifiques, on fait toujours référence à ces publications de 1929, 1930, 1932. En particulier, dedans, ils mettent en avant déjà les phénomènes de migration qui peuvent permettre la transition entre ces différents âges, le Early, le Middle et le Later Stone Age. Donc naturellement, ils sont sur la pointe sud africaine, donc une espèce de cul-de-sac.
Donc forcément, on parle de migration venue du Nord, voire même d'Europe, puisque ça ressemble au Paléolithique moyen, ou alors d'évolution un petit peu in situ. Il y a des personnes qui sont là depuis très très longtemps, puis qui s'adaptent au climat, etc., et qui changent un petit peu leur culture. Donc, ils parlent de ça aussi, et surtout, ils mettent un point d'honneur à faire une rupture avec l'eurocentrisme de l'époque, et pour dire, attendez, votre paléolithique inférieur, moyen, supérieur, ça marche bien en Europe, mais regardons un petit peu, n'ayons pas le nombril uniquement sur l'Europe, et regardons un petit peu ce qui se passe autre part. Donc, rupture avec l'eurocentrisme, même si, paradoxalement, les grands chercheurs, les grands noms de la préhistoire de l'époque en Europe, acceptent assez bien, finalement, qu'il y ait cette critique un petit peu contre l'eurocentrisme, et de Mortillet ou l'abbé Breuil voit finalement d'un bon œil un petit peu, comme on voit sur la photo ici, les recherches de Van Rietle et de Goodwin. D'autant plus finalement que le early, et vous auriez pu me le dire même, early, middle et later Stone Age, finalement ça ressemble étroitement à paléolithique inférieur, moyen, supérieur. Et tel qu'on voit comment ils l'ont publié, ils font une similarité vraiment entre le early avec le paléolithique inférieur, le middle Stone Age avec le paléolithique moyen, le moustérien, et le later Stone Age avec le paléolithique supérieur. Bon, donc en fait tout le monde est content, etc. Ceci dit, ça met beaucoup de temps à être accepté, les recherches sont longues et lentes un petit peu en Afrique. En Afrique australe d'abord, puis dans toute l'Afrique ensuite, en tout cas en Afrique subsaharienne. Et c'est un petit peu les congrès panafricains qui existent encore actuellement, qui valident et qui font un petit peu la politique scientifique de la préhistoire en Afrique. Et il faut attendre 1955, comme vous le voyez ici, pour que finalement les termes, en particulier celui du Middle Stone Age, soient réellement acceptés en tant que tels. Donc c'est des résolutions qui sont validées au cours de ces congrès panafricains. Bon, j'en passe. Ensuite, dans les années 60, 70 et jusque dans les années 80, c'est le début des grandes expéditions en Afrique de l'Est en particulier, mais pas seulement. C'est aussi le développement de méthodes de datation absolue, hein, que ce soit radiocarbone, après par luminescence, etc., ou les séries d'uranium sur la radioactivité, etc. C'est aussi le développement, à partir assez récent, des études génétiques. Tout ça va faire un bloc de développement scientifique qui vont mettre finalement en lumière toute cette période du Middle Stone Age et qui vont faire accepter un petit peu ce Middle Stone Age et aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Car il y a, avec toutes ces recherches, un impact naturellement sur l'évolution humaine, puisqu'on commence à montrer que le Middle Stone Age est lié à l'émergence de notre espèce Homo sapiens en Afrique. On commence à mettre en évidence aussi que l'origine de cet Homo sapiens est en Afrique et que le paléolithique supérieur, par exemple, en Europe, est le fruit de migration de cet Homo sapiens africain, donc avec l'Out of Africa et les grandes migrations hors d'Afrique assez récemment. On y reviendra. Donc pareil, hein, sur ce qu'on appelle l'Ève africain, hein, l'Ève africaine ou même l'Adam africain, même si c'est des termes un petit peu biaisé. On a une contextualisation naturellement au niveau climatique, environnemental, de toute cette émergence culturelle pendant l'apparition d'Homo sapiens. Il y a la découverte de nombreux sites qui correspondent à cette période, de nombreux sites Middle Stone Age. Il faut bien se rendre compte aussi qu'on est dans un territoire, dans un continent qui est énorme, qui est large. On va de l'Afrique du Sud jusqu'au Sahara, si on ne prend que l'Afrique subsaharienne, avec des milieux très contrastés, donc des sites très contrastés aussi, et souvent pas faciles d'accès, etc. Donc forcément, on a des contrastes, et de la découverte, chaque nouveau site est une pièce du puzzle
Et le puzzle est encore très vide, hein. Vous pouvez voir, il y a des endroits qui étaient encore à l'époque, dans les années 80, très méconnus. Et tout ça pour dire que petit à petit, là, sur, mettons, 70 ans, ça a mis 70 ans pour vraiment il y ait un focus sur cette période assez clé. Parce que pendant longtemps, hein, on a aussi... faut voir que les recherches sur le Middle Stone Age, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler quand je vous dis Middle Stone Age, mais elles ont été occultées par les recherches beaucoup plus médiatisées à l'époque sur les origines de l'homme. Naturellement, donc il y a 2 millions, 3 millions d'années, etc. Lucie, Ardipithecus et tout ça. Alors que l'homme moderne, finalement, on s'y intéressait assez tardivement. Donc, période clé, et aussi on s'aperçoit que le MSA, qu'on croyait au tout début complètement similaire au paléolithique supérieur, eh bien en fait, il n'est pas du tout comme le paléolithique supérieur en Europe, qui est le fruit d'Homo sapiens, mais plutôt contemporain de ce qu'on a, si on doit faire un petit parallèle, en Europe du paléolithique moyen, c'est-à-dire que au début, on pensait que c'était il y a 40 000 ans que le Middle Stone Age apparaissait, que ces transformations, ces innovations techniques de subsistance, etc., de comportement apparaissaient il y a 40 000 ans, puis 50 000 ans, puis 60, 70, 100, 200, et maintenant, vous verrez, on est encore plus ancien. Et donc, finalement, on a complètement décalé la chronologie africaine, et en plus, ça a remis en cause un petit peu cette idée de cette Human Revolution qu'on pensait justement autour de 40-50 000 ans avec l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Donc ça a remis en cause jusque dans les années 80 pour ça. En fait, il faut vous dire que pour ce Middle Stone Age, je vous ai parlé tout à l'heure de modernité, finalement, une époque moderne. En fait, c'est un terme aussi un petit peu choisi parce qu'on parle beaucoup de, ça se dit mieux en anglais parce que beaucoup le publient en anglais, le modern behavior, le comportement moderne de l'homme associé justement à l'émergence anatomique de l'homme moderne. Donc il y aurait un homme anatomiquement moderne et un homme comportementalement moderne. Et donc c'est durant le Middle Stone Age que cette évolution du comportement moderne aurait lieu. Et il y a plusieurs modèles qui se succèdent, qui se sont battus un peu les uns contre les autres. Je vous en présente juste deux. Il y a justement celui qui était lié à la Human Revolution. Grosso modo, c'était le comportement moderne est un développement relativement tardif. La modernité physique est acceptée pour les plus anciens Homo sapiens, donc on verra à quelle date, mais les comportements modernes arrivent plus tardivement, entre 40 et 50 000 ans, au moment où, justement, l'homme moderne arrive en Europe. Alors, ça serait lié à des changements dans le cerveau, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la Human Revolution, et c'est le modèle du Pléistocène supérieur récent, c'est-à-dire donc 40-50 000 ans. Et il y a un autre modèle, alors lui est de plus en plus critiqué, comme je vous l'ai dit, puisque il est de plus en plus en contradiction avec les preuves archéologiques qui le font, c'est de plus en plus ancien, et n'a guère de sens dans le contexte de la plupart des études génétiques, en effet, qui montrent que ce serait plus ancien. Le deuxième modèle, c'est celui dont je vais vous parler finalement tout au long de l'intervention. C'est un modèle beaucoup plus gradualiste, avec des apparitions donc graduelles, petit à petit, de certains traits innovatifs dans la technique, dans le comportement, dans la subsistance des hommes modernes en Afrique, et qui seraient un petit peu, grosso modo, parallèles à l'évolution anatomique de l'homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'un fameux article faisait référence à cette Human Revolution dont je vous parlais tout à l'heure, et en contradiction, il dit « The revolution that was not », la révolution qui n'a pas eu lieu, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de révolution à 40-50 000 ans, puisque c'est bien avant, et que c'est graduel. C'est pas une révolution, c'est plutôt une évolution.
Donc, de qui parlons-nous d'abord? On parle donc du Middle Stone Age, l'époque, comme je vous l'ai dit, de l'émergence d'Homo sapiens en Afrique. Alors, d'après le registre fossile, comme vous le savez, l'Afrique est le berceau de l'homme anatomiquement moderne, nous. Et graduellement, depuis les plus anciens fossiles d'Homo habilis, Homo ergaster, avec des traits, pas Homo habilis, pardon, Homo sapiens archaïque, les fameux crânes de Kabwe, jusqu'à l'homme complètement sapiens. C'est graduel, ça se fait petit à petit. Je vous rappelle juste, je fais référence en même temps, puisque vous étiez là l'année dernière, c'est des cours, donc j'imagine que vous suivez régulièrement. La présence est obligatoire, je vous le rappelle. Donc j'espère que vous n'avez pas raté celui-là, en tout cas, de Florent Détroit sur un cycle d'évolution humaine qui parlait justement de l'émergence d'Homo sapiens et de ces autres espèces contemporaines, Néandertal et autres Floresiensis ou Denisoviens. Donc je fais référence à lui, où il parlait justement de l'émergence d'Homo sapiens en Afrique, à partir de caractères très archaïques, suivant les crânes de Bodo ou de Kabwe en Zambie, Bodo en Éthiopie, qui sont les plus anciens fossiles, qui présentent des caractères d'Homo sapiens, jusqu'aux premiers hommes complètement anatomiquement modernes, même si l'évolution est continue. Je crois qu'on devient complètement moderne jusqu'à 10 000 ans, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, autour de 200 000 ans, on a les plus anciens fossiles, crânes, dans l'Homo en Éthiopie, ou à Aerto encore en Éthiopie, complètement modernes. Il y a peu de restes, mais qui montreraient, en tout cas au niveau morphologique, que la modernité anatomique apparaît autour de cette période. Pareil pour les analyses génétiques, je vous rappelle juste brièvement que ce soit à la fois l'ADN mitochondrial ou du chromosome Y vont dans le sens d'une origine africaine et récente de l'homme moderne, de notre espèce. On le voit avec la plus grande variété génétique des populations africaines, et que le Most Common Recent Ancestor, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent en français, mais peut-être, le plus récent ancêtre commun à nous tous, daterait d'environ 200-100 000 ans. Donc, et que, naturellement, ça serait le point de départ pour la Horn of Africa et le modèle de remplacement des populations néandertaliennes en particulier. Bon, bref, tout ça pour dire que tout ça, dans cette période, on est sur les fondements de l'origine de notre espèce. Alors, quand maintenant, puisqu'on a vu qui, quand, alors on voit au niveau comportemental, au niveau technique, au niveau des restes archéologiques tels qu'on les trouve, on voit aussi graduellement, depuis environ 300 000 ans, des changements, puisque maintenant on arrive à bien dater les sites, des changements entre l'acheléen qui était avant, tous les bifaces, toute la taille bifaciale, mais pas seulement, il y avait aussi des complexes, des gros nucléus énormes, des gros pierres taillées, etc., mais très bien taillées, donc qui se modifient autour de 300 000 ans. Et que les dernières modifications, avant l'apparition du dernier stade de la chronologie culturelle africaine, le Later Stone Age, dont je parlerai peut-être un petit peu la semaine prochaine, daterait entre 50 et 60 000, et que c'est une apparition, et là encore, c'est en mosaïque, c'est graduel, c'est pas pareil partout, c'est à différents moments, tout ça n'est pas très linéaire, naturellement. Donc on est dans un grand laps de temps entre 300 000 et 20 000 ans. Ça fait quand même de l'espace. Et je vous rappelle que le Middle Stone Age, il y a une vingtaine d'années, on pensait apparition Middle Stone Age, 40 000 ans. Donc on a beaucoup reculé. Et on n'a de cesse de le faire, comme toujours et pour tous les sujets. Donc revenons à ces changements au cœur du sujet, sur les changements, qu'est-ce qui va changer
pendant justement cette émergence de modernité. Alors, si on reprend un petit peu l'article dont je vous parlais, et le modèle mis en avant par Salim McGuarty et Alison Brooks en 2000, là justement sur The Revolution That Was Not, il pointe, alors donc l'image est un petit peu vieillie, elle n'est plus d'actualité, mais il y a les grandes lignes. On voit donc toute une série d'innovations qui apparaissent depuis au moins 300 000 ans. Alors, elles concernent je vais les regrouper en trois grands changements comportementaux. D'abord techniques, avec des productions d'outils en pierre qu'on ne connaissait pas avant, ou très peu. Les lames, les pointes retouchées, les microlithes, des petites choses assez petites, les outils en os également. Ça va être ce que j'appelle aussi un petit peu socio-économique, c'est-à-dire de cette façon de gérer un petit peu son territoire, en particulier sur la distance de son territoire, l'élargissement de son territoire à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, on le verra, ou des modes de subsistance un petit peu différents, la pêche qui fait son apparition. Et puis une dernière que vous connaissez peut-être plus, parce que là, pour le coup, c'est parfois assez médiatisé, c'est tout ce qui est trait au comportement symbolique, et avec l'apparition de travail d'ornementation, de colliers de perles, on peut aussi parler un petit peu de sépulture, même si c'est plus ténu en Afrique. Bref, tout ce qui accompagne le comportement symbolique des hommes modernes. Et là encore, le travail des pigments en particulier aussi, les peintures, etc., qui, là encore, apparaissent beaucoup plus anciennement qu'on ne le pensait, et pas uniquement sur les 40 derniers milliers d'années, tels qu'on a pu les connaître pendant des décennies en Europe. Donc, on va passer en revue un petit peu ces trois stades. Je vais plus m'attarder sur le côté technique, puisque c'est un peu sur ce sur quoi je travaille et j'ai travaillé. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu des innovations techniques qui apparaissent en effet graduellement en Afrique. Et en effet, il y a des innovations qui rompent un petit peu avec non pas l'uniformité qu'il pouvait y avoir à l'Acheléen, parce qu'on a beaucoup cru ça, que Homo ergaster était capable de faire que des bifaces et des hachereaux, ce qui est très réducteur. Il y avait beaucoup aussi de travaux, une taille très organisée de la pierre et de la production des outils en pierre. Mais il y a quand même des innovations qui rompent un petit peu avec cette un petit peu uniformité acheléenne. On le voit dès 300 000 ans environ avec la production de pointes retouchées, de lames et de microlithes. Et tout ça apparaît graduellement, sporadiquement. Tout ça c'est en mosaïque, un coup ici, un coup à cette période. C'est pas figé, puisqu'on retrouve de l'acheléen également très très vieux, des bifaces on en retrouve très récemment, on en retrouve jusqu'à 100 000 ans ou quelque chose comme ça. Donc ça se chevauche naturellement. Bon, parlons des lames. Alors les lames, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais les lames, alors j'ai une définition en anglais, je suis désolé, parce que c'est la meilleure que j'ai trouvée en anglais, dans la... Bon, j'aurais pu... En tout cas, ça montre une organisation ce qu'on appelle le débitage, dont on a parlé un peu la semaine dernière, de la production à partir d'un bloc de matière première. C'est une production en série d'objets très allongés. Et ça rompt un petit peu avec ce qu'il y avait avant, parce qu'on va commencer à prendre le matériau en 3 dimensions, et non pas juste une surface, comme ça, on va taper sur la surface et on va avoir un éclat. Non, là, on commence à avoir une vision volumétrique du bloc de matière première et de tourner autour pour la production de 10, 20, 30, 40
éclat très allongé. Donc c'est une optimisation de la taille de la pierre qui est formidable. Tridimensionnalisation du débitage. En plus, ça a une valeur naturellement fonctionnelle, ça augmente considérablement la longueur du fil du tranchant sur un éclat, puisque avant tout, c'est fait pour être utilisé, donc quand c'est plus grand, naturellement. Et il y a aussi une valeur technique indéniable pour les tailleurs de pierre, actuellement, pour les expérimentations qu'on peut faire, la taille de lame, comme ici, est le plus difficile. Un seul coup, et ça stoppe complètement la production, et on est obligé de tout retransformer pour reproduire encore des lames. Donc, c'est des aptitudes et des savoir-faire très pointus. Alors, ce débitage de lame, en effet, comme je vous l'ai dit, ça apparaît aussi assez graduellement, hein. Mais on a des sites, des témoignages qui montrent que c'est un petit peu la course aux plus anciens, hein, vous allez le voir. Donc tout ce que je vais dire, des fois, c'est la course un petit peu aux plus anciens. Mais il y a un site formidable, des sites dans la Capture Information, donc c'est une formation sédimentaire au Kenya, qui est pas loin du lac Baringo, donc c'est des débits fluvio-lacustres très épais et qui sont très bien calés chronologiquement. Il y a des tufs, hein, un peu comme la semaine dernière, hein, donc on a des bonnes dates, hein, entre 500 000 et 200 000, on a comme ça une bonne chronostratigraphie, comme on dit, avec plein de sites, plein de localités où on a trouvé dans ces sédiments des outils. Et sur ce, c'est un des seuls sites qui permet d'avoir cette transition dont je vous parlais tout à l'heure entre l'Acheléen et le Middle Stone Age. Et donc l'apparition de nouvelles formes de débitage, de nouvelles formes d'outils en pierre, en particulier les lames. Et pendant très longtemps, ça a été le plus ancien site témoin de l'apparition de ce débitage laminaire, je vous le rappelle, hein, qui est assez difficile et particulier. Donc ça, c'est encore, hein, d'ailleurs, c'est McBurty qui l'avait, Sally qui l'avait trouvé et étudié. C'est pour ça aussi qu'elle pouvait proposer un nouveau modèle par rapport à celui d'avant. Mais naturellement, ce site nous a encore livré pas mal de surprises, puisque c'est encore plus ancien même qu'on ne pensait, l'apparition de ces lames, puisque finalement, elles auraient plutôt lieu il y a 500 000 ans dans ce site, dans ces localités, 500 000 ans dans des niveaux encore plus anciens que ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui font reculer, encore une fois, en tout cas un pan de la modernité de l'homme, de plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc, comme je vous disais, c'est un petit peu la course aux plus anciens, puisque sur ce, d'autres chercheurs, naturellement, ont essayé et cherchent les plus anciens témoignages de lames. Ça paraît rien, hein, les lames, mais c'est très important, hein, justement dans cette construction et de son changement de rapport à l'environnement et de rapport à la matière. Et donc, on a de plus en plus, en Afrique du Sud, en Israël, dans le Levant, maintenant aussi autour de 400 000, on a comme ça des spots d'apparition d'un débitage de lames, le débitage laminaire, la production de lames, autour de 500 000 ans. Et, vous voyez, c'est assez flagrant. À chaque fois, c'est 500 000, 500 000, 500 000, et tout ça, c'est naturellement des découvertes majeures qu'on publie dans des journaux de grand impact. Donc, voilà, pour les lames, ils apparaissent autour de 400-500 000, qui font reculer les dates de l'apparition de cette innovation technique, alors qu'on pensait, il y a encore 25 ans, que c'était 40 000 ans, donc petit à petit. Ce qui ne veut pas dire que nous avons des lames tout le temps depuis 400 000 ans. Hein. Il y a des sites, il y a 300 000 ans, il y a 200 000 ans, où il n'y a pas de lames. Hein. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, c'est en mosaïque, et
c'est en pointillé qu'il faudrait mettre l'émergence de toutes ces innovations techniques, c'est pas d'un seul coup, pouf, partout, etc. Le deuxième fondamental, la deuxième innovation fondamentale sont les pointes. Les pointes unifaciales, bifaciales. Alors là, vous allez peut-être me dire pourquoi, encore plus que les lames, à la limite, parce que c'est plus éloquent, des pointes font naturellement référence, éventuellement, à des emmanchements et à des techniques de chasse, d'armes de chasse qui peuvent être développées. On va voir que c'est pas aussi simple. En tout cas, la présence de lames est un signe distinctif du Middle Stone Age, de pointe, pardon, est un signe distinctif donc du Middle Stone Age par rapport, par exemple, au Paléolithique moyen. Depuis le début, c'est le fossile directeur, on va dire, du Middle Stone Age. Pour le coup, on le retrouve un petit peu partout en Afrique, sous des formes différentes, on va le voir, mais c'est vraiment un élément diagnostique, caractéristique de ce Middle Stone Age. Et ça fait donc une différence assez flagrante entre le Middle Stone Age africain et le Paléolithique moyen européen. Et il y a naturellement cette présomption d'emmanchement, l'emmancher avec une lance par exemple, pour en faire une arme naturellement de chasse beaucoup plus développée. On va voir que c'est assez compliqué, parce que si on dit emmanchement, ça veut dire donc en effet projectile, et pour beaucoup de chercheurs, et beaucoup, c'est le symbole même de la complexité du comportement moderne. Alors, parce qu'on va différencier un petit peu de la chasse, des armes de chasse assez simplistes, c'est des armes de jet ou des stocks, comme ça, ou des projectiles qu'on va lancer, et là, qui deviennent des processus plus complexes, etc. Avec l'utilisation de propulseurs ou d'arcs. Donc, les pointes sont un moyen, vraiment un témoin, sur le papier en tout cas, d'une complexification du comportement. Ceci dit, c'est pas aussi simple parce que c'est très difficile à évaluer. Vous imaginez bien, on retrouve des pointes dans les gisements, dans les sites très anciens. Et comment pouvons-nous faire pour estimer ou pour prouver que celles-ci ont été utilisées comme des armes de jet, des projectiles, etc. Les études actuelles sont vraiment focalisées un petit peu là-dessus et ils impliquent vraiment une pluridisciplinarité assez importante entre la technologie, la manière dont on a fait les pointes, on va en parler un petit peu tout à l'heure, la tracéologie, c'est-à-dire d'essayer de découvrir les traces laissées par leur utilisation, les microtraces, donc au microscope, ou même les résidus. Est-ce qu'on va retrouver des restes de sang, par exemple, oui, voilà, des restes des traces comme ça, des résidus des proies qui ont été ou de leur utilisation, de viande, etc., ou de bois, végétaux. Et naturellement, c'est aussi, il faut un grand corpus expérimental, puisqu'il suffit pas de voir les traces sur un objet pour dire ah bah tiens ça a été lancé à plus de 150 mètres. Non, naturellement, faut faire un corpus expérimental, faut essayer, faut faire des répliques, etc., etc. Ça demande vraiment une prise en compte d'un très grand nombre de paramètres. C'est d'autant plus difficile concernant les pointes, puisque une pointe qui aurait servi d'arme de chasse, on l'utilise à la limite une fois. Il transperce la proie, mettons qu'elle se casse, voilà, après on ne peut plus l'utiliser. Donc c'est une arme à un coup. Donc les traces sont d'autant plus difficiles à voir, parce que c'est un seul coup, c'est pas une action répétée, comme pour couper de la viande, par exemple. Donc c'est assez compliqué. Et sur ce, il y a, c'est vrai, une tendance, on va en voir, on va en parler, une tendance à toujours surévaluer les diagnostics d'impact, et tout ça en vue naturellement de publier The Earliest Projectile Weapons et complexité du comportement
de l'homme moderne. Alors, les pointes. Elles sont aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont, durant ce Middle Stone Age, elles sont partout apparentes en Afrique, mais sous des formes totalement différentes. Donc il y a aussi une variabilité qui est énorme, qui est peut-être le témoin de traditions culturelles totalement différentes ou d'adaptation à un environnement totalement différent, puisque le continent est très vaste, naturellement. Mais en tout cas, on a une variété improbable de pointes retouchées du nord, depuis le nord au sud du continent. Alors, comme on parle toujours des plus anciens, puisque c'est les plus anciens des fois qui quand même nous intéressent, parmi les plus anciens, on a ce site extraordinaire, Gademota et Kulkuleti. Il y a plusieurs sites qui sont bien datés autour de 280 000 ans. Donc, Gademota et Kulkuleti, c'est dans le rift éthiopien. On le voit bien, Djibouti est un peu tout au bout là-haut. Et dans ces lacs du rift, on a beaucoup de sédiments là encore. Et en particulier, on a un volcan aussi, beaucoup de volcans, et beaucoup de coulées d'obsidienne. Et donc, on a ces sites de Gademota et Kulkuleti qui ont livré des centaines et des centaines de pièces, qui sont bien datées, entre 180 000, on va dire, et 300 000 ans. Et tout le corpus est en obsidienne. Les pièces sont absolument magnifiques. C'est des outils bifaciaux en obsidienne. Obsidienne, ce verre volcanique qui est absolument magnifique, qui est très facile et difficile à tailler. Très facile parce que on tape dessus et il se fracture. Très difficile parce que on se coupe à chaque fois. Donc c'est pas. Donc oui, en plus dans les expérimentations, il faut faire attention que les résidus qu'on va retrouver, c'est pas notre propre sang. C'est très coupant. C'est du verre, tout simplement. Donc bref, 280 000 ans. On a du mal à se représenter l'échelle, mais 280 000 ans, il y a quand même un moment. Des pointes bifaciales magnifiques et très bien, très finement manufacturées en obsidienne. Et ces pointes unifaciales et bifaciales de Gademota ont fait l'objet assez récemment d'outils ou de réanalyse, puisque ça a été découvert dans les années 70, de réanalyse. Il y a d'abord eu une thèse assez récente dessus, soutenue il y a pas longtemps, une thèse particulièrement sur les modalités techniques, comment elles ont été fabriquées. Mais plus au-delà de comment elles ont été fabriquées, il y avait des indices pour montrer leur fonction ou leur non-fonction. Et donc, par exemple, au niveau de la technologie, la docteur a pu mettre en évidence d'abord que sur beaucoup d'entre elles, il y a des fractures, comme vous pouvez le voir, des espèces de fractures distales qui sont, vous voyez, ici, là, ces petites fractures. Si vous me montrez la pièce, comme on voit ici, si vous montrez la pièce, moi je vais vous dire oui, c'est une fracture. Et beaucoup pensent que c'est des fractures. Donc certains vont penser que c'est des fractures liées à un impact. Or, elle a mis en effet en évidence qu'il ne s'agissait pas de fracture, mais plutôt de réaffûtage pour réaffûter le tranchant de la pièce bifaciale. Et on peut notamment le voir puisque, comme vous le voyez ici, ensuite il y a encore des petites retouches qui permettent d'affûter. Donc, pour elle, c'est clair, ces pièces, en tout cas un certain nombre d'entre elles, n'ont pas été utilisées comme projectiles, ou en tout cas, les stigmates de cette fracture ne sont pas des stigmates d'impact. Au contraire, d'autres analyses, qui sont un petit peu plus compliquées, mais qui mettent en avant les micro-fractures, justement, au niveau à haute résolution et après des analyses et aussi des comparaisons avec les expérimentations qui ont pu être faites, ils montrent que ces micro-fractures qu'on peut voir sur le verre dans les bulles de l'obsidienne, elles sont dépendantes
de la vélocité, de la rapidité à laquelle la pièce a été fracturée. Donc, elles ont servi de projectiles. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu la course earliest projectiles à 280 000 ans de Gademota. Donc, bon, là encore, c'est les balbutiements de cette approche un petit peu expérimentale et microscopique. Donc, bon, faut en discuter. En tout cas, il y a un débat pour savoir, justement, quand je vous disais que c'était pas facile de savoir, il y a un débat. C'est pas... Le débat, il ne s'arrête pas non plus à Gademota, comme je vous le dis, 300 000 ans. Naturellement, très récemment, on a retrouvé encore des pointes bifaciales, unifaciales et surtout unifaciales, des pointes datées de 500 000 ans dans un site à Katupan, dans le sud, en Afrique du Sud, dans le sud du continent. Et là encore, evidence for early aft hunting technology, donc emmanchées. Alors là, pour le coup, elles n'auraient pas servi de projectiles, mais elles auraient été emmanchées comme armes d'estoc, plantées à la main, pas lancées. Hein. Mais bon, en tout cas, les plus anciens, etc., autour de 500 000 ans. Et ils se basent sur plusieurs analyses, une fois encore, quand je vous disais que c'était compliqué, sur les fractures. D'une part, sur les fractures qu'il y a au bout de la pointe, qui font des petites marches comme ça, hein, qui rebroussent comme ça, et qui, selon les auteurs, sont caractéristiques de l'utilisation comme arme, puisque c'est la pointe. Tac. Et puis, il se base aussi sur la modification à la base de la pointe qui permettrait de l'emmancher, hein, avec de la glu, qui permettrait de l'emmancher, enfin des résines, etc., qui permettrait de l'emmancher à des grands bâtons. Et c'est pour ça qu'ils ont été retouchés comme ça à la base. C'est une modification intentionnelle. On l'a emmanché. C'est l'évidence, le témoin le plus ancien de l'emmanchement et d'utilisation d'armes d'estoc en Afrique. Alors très bien, etc., etc. Sauf que naturellement, il y a eu des contre-publications pour dire oh là là, attention, hein, publiées par des tracéologues. Hein, là, pour le coup, c'est vraiment leur boulot de faire des expérimentations, etc. Et qui disent attention, tout ça, on commence à avoir une inflation de ces publications, earliest, hafting, earliest, mais il faudrait un petit peu plus de mesures dans l'analyse et faire attention parce qu'on a tendance à surévaluer les observations. Un projectile, c'est spécifique et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Hein, la vitesse, si ça a été lancé, si lancé, pas lancé, la vitesse, le mode de projection, la distance, en effet, la forme, le mode de fixation pour l'emmanchement, etc. Donc, les dégâts, entre guillemets, laissés sur les objets ne sont pas uniformes. Et ils mettent en exemple, hein, par exemple, des outils qu'ils ont répliqués, qu'ils ont utilisés pour couper de la viande et qui va porter les mêmes traces que celles ici qui ont été publiées pour être utilisées comme armes de chasse. Donc, ils sont pas tendres, hein, d'ailleurs, c'est assez drôle. Donc, il y a tout ça pour vous dire que sur ces pointes et même sur les datations, on est là à vouloir toujours le plus ancien, et qu'il y a un gros débat sur l'utilisation de ces pointes. Est-ce qu'elles ont servi ou non de projectiles? C'est pas si facile que ça à évaluer, et encore moins à publier. C'est très très long. Par contre, on a des témoins assez extraordinaires de pointes et d'analyses tracéologiques, hein, qu'elles soient sur les microtraces, les polis, les petits stries qu'on peut avoir sur des pointes, et les résidus, notamment les résidus organiques. On a un beau référentiel, en particulier en Afrique australe. D'ailleurs, c'est le plus large référentiel qu'on va avoir dans la préhistoire du Middle Stone Age, puisque c'est en Afrique australe, particulièrement en Afrique du Sud, qu'on a beaucoup de grottes
avec de grands remplissages, d'épais remplissages, qui ont des séquences qui vont depuis 100 000 ans. On a comme ça une succession d'occupations. Donc on a une chronologie culturelle, entre guillemets, qui est de haute résolution. En particulier, on a plein de sites qui sont très connus, Sibudu, Klasis River, Deep Kloof, Blombos, que vous connaissez ou que, en tout cas, vous avez déjà vu dans les médias en particulier. Et on a des niveaux en particulier, les niveaux qu'on appelle les niveaux Still Bay, puisque ça fait référence au site éponyme Still Bay, donc qui sont datés autour de 75, 70 000 ans, etc., qui ont livré un grand nombre de pointes, des pointes unifaciales et bifaciales qui sont très belles d'ailleurs. Et on se demande, c'est vraiment pendant 5000 ans, ils ont produit que des pointes. En particulier, il y a le site de Blombos, qui sont très connus, notamment avec les perles en coquillage percés pour les ornementations, etc., etc. Mais il y a aussi, au niveau de la pierre taillée, des objets en pierre, une exclusivité quasiment de présence, de production de pointes retouchées. Donc très belle séquence à Blombos. Et en particulier, par exemple, on a... Alors en couleur, ça serait mieux, désolé, je ne l'ai pas en couleur pour celle de droite. On a cette pointe, par exemple ici, cette pointe bifaciale comme ça, qui porte une patine. Vous voyez ici, toc, une patine, une couleur totalement différente. Ting. Alors, comme vous voyez, voilà, c'est bien montré ici. Et donc, naturellement, ça fait directement penser à zone patinée qui était protégée par le mastic de l'emmanchement, et l'autre partie qui ne l'était pas puisqu'elle était à l'air libre. Donc, premier indice, est-ce que c'est la conséquence de l'emmanchement? Deuxième, qui est encore très jolie aussi, c'est celle-ci, qui montre une base qui n'est complètement pas réaffûtée, on va dire, et une pointe distale, qui est, elle, pour le coup, vous voyez, très réaffûtée, réaménagée. Donc les auteurs de montrer que, en fait, elle a été réaffûtée, retravaillée, alors que la pièce était déjà emmanchée. Donc là, on a des preuves, je dirais, techniques d'un emmanchement axial. Ceci dit, ça ne nous donne pas, d'accord, on a une évidence d'un emmanchement, mais on ne sait pas pourquoi il était emmanché. Est-ce qu'il s'agissait d'une arme de chasse, ou est-ce qu'il s'agissait, je sais pas moi, d'un couteau, pointe de lance ou couteau de boucherie. Voilà. Alors, on a d'autres évidences, pas directement ici, mais sur un autre site, qui est le site de Sibudu, qui est là aussi un site absolument exceptionnel, qui enregistre ces mêmes niveaux, Still Bay dont je vous parlais, entre 75 et 70 000 ans. Et ici, ils ont fait des analyses tracéologiques, comme vous pouvez le voir, tracéologiques, donc les microtraces et les résidus. Et en particulier, là, je vous montre juste un exemple. Donc vous pouvez voir toutes les petites stries, un petit peu, c'est les stries sur le bord, les stries laissées par l'utilisation ou la préparation. Et tous les codes que vous voyez, c'est les résidus qui ont été retrouvés. Donc ça va être du tissu animal, du sang, des cheveux, enfin non, pas des cheveux, des poils. Pardon. Donc après, il y a des stries, il y a de l'ocre, il y a des polis, il y a des fibres de plantes, etc., etc. Donc les analyses tracéologiques suggèrent que la double pointe bifaciale avec base asymétrique, sans S, était utilisée comme couteau de boucherie. Bref, donc la suggestion est finalement que cette double pointe, qui est un petit peu comme l'autre tout à l'heure, c'est pas une arme de jet, une arme de chasse, c'est plutôt un couteau de boucherie, puisqu'on retrouve en particulier à la base beaucoup de choses de résidus pour l'emmanchement et beaucoup de traces sur le tranchant et non sur la pointe. Donc ça a été utilisé, le tranchant a été utilisé et non la pointe.
Donc ça, en tout cas, c'est magnifique quand on travaille un petit peu. Alors, troisième point au niveau technique, c'est les microlithes. Quand on parle d'emmanchement, c'est aussi important. Les microlithes, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, cette diminution dans les dimensions, cette miniaturisation un petit peu des objets en pierre, elle intervient beaucoup plus tardivement. Elle intervient en particulier en Afrique, puisqu'on parle d'Afrique, au Later Stone Age, les 20 derniers milliers d'années, on va dire. En particulier, si on regarde même les pointes de flèche plus petites, ou ces microlithes, ces demi-segments, ces segments, etc. Si on regarde un petit peu les chasseurs-cueilleurs, historiquement, utilisaient aussi ces sortes de microlithes. Et il y a une anomalie, une sorte d'anomalie culturelle. En Afrique australe, on a un niveau qui succède au Steel Bay dont je vous parlais juste avant, qui s'appelle le Wisson Sport, peu importe. Et pendant 5000 ans, ils vont produire plein de microlithes, c'est-à-dire de tout petits, enfin tout petits, ça dépend, hein, mais c'est 3 cm, 2 cm, beaucoup plus petits, des formes géométriques qui vont retoucher pour en faire des formes géométriques, etc., des microlithes, ce qu'on appelle des microlithes. Et donc il y a un débat depuis de nombreuses années, naturellement, sur leur fonction. Alors naturellement, utiliser à la main des microlithes comme ça paraît peu probable. Donc naturellement, tout le monde pense que ceux-ci ont été emmanchés. Alors, mais emmanchés comment? Emmanchés pourquoi? Alors là, il y a aussi beaucoup de comment ça s'appelle, de débats. Bon, il y a plusieurs débats. Il y a d'abord comment ils ont réussi à produire des microlithes comme ça, parce que c'est des tout petites choses comme ça. Donc techniquement, il y a tous les processus et les schémas opératoires mis en œuvre pour obtenir ces pièces-là. Mais il y a aussi leur utilisation. Et leur utilisation, là encore, on a peu de comment ça s'appelle, d'indices. Je vous en donne un, par exemple, dans ah ben là, j'ai fait une faute encore. Le site de Deep Kloof. Deep Kloof, j'en reparlais tout à l'heure, qui est un site extraordinaire, pareil, pas loin de Blombos, etc. Et dans ces niveaux de Wisson Sport, on a en effet, là encore, des évidences d'emmanchement avec des éléments d'adhésif, hein, de la sève de végétale, de l'ocre, puisqu'on mélangeait avec l'ocre. Hein, donc l'ocre n'est pas forcément symbole de comportement symbolique, mais aussi plutôt d'aspect technique. Hein. On mélange l'ocre et ça fait aussi avec de la sève végétale, avec de la cire d'abeille, etc. Et ça donne un très bon adhésif. Mais les auteurs suggèrent qu'ils ont, un petit peu comme pour tout à l'heure à Siboudou, l'utilisation comme un couteau pour matière animale tendre, hein, grâce aux traces laissées sur l'objet et les résidus trouvés sur les tranchants. Les résidus trouvés sur le tranchant et sur le bord qui est opposé au tranchant, qui n'est pas un tranchant justement, qui était la partie qui était emmanchée. Vous voyez, cette partie-là, qui est retouchée abruptement, c'est cette partie-là qui serait emmanchée. Et là-dessus, on a retrouvé tout ce mélange de sève, de mastic, de cire d'abeille, etc., etc. Diversité des techniques, il faut que j'accélère un tout petit peu quand même. Juste pour vous dire qu'on connaît le solutréen, vous connaissez. Les feuilles solutréennes, magnifiques, etc. Le débitage par pression aussi, vous connaissez. Eh bien, là encore, en Afrique, depuis quelques années, on a trouvé des preuves d'utilisation de ces techniques de la pierre, beaucoup plus anciens, 50 000 ans plus anciens, avec ces sites à Blombos, où on a non seulement trouvé que ces pointes bifaciales avaient été façonnées par la pression, hein, vous savez, par la pression, soit à la doigt, pas à la percussion comme ça, mais à la pression. Bon, c'est une technique qui est très difficile à mettre en œuvre. Bref. Et aussi qu'ils avaient chauffé, vous avez entendu parler de chauffer le silex, au néolithique en particulier, pour justement faciliter ce débitage par pression et faire de grandes lames au néolithique, par exemple, sur 20 cm, etc. Eh bien, dès le Middle Stone Age, dès 75 000 ans,
ces techniques auraient été employées. Stigma comparé avec... Voilà, très bien. Socio-économiquement, très vite, je vais aller vite, juste vous dire qu'on a retrouvé aussi des outils en os et des harpons très anciens, associés avec des restes de poissons, qui sont une preuve assez indiscutable d'activité de pêche dès 70, 80, 100 000 ans au Congo, et c'est pas le seul. Et l'élargissement, je vous disais tout à l'heure, de la sphère un petit peu territoriale, ça c'est les témoins aussi de la circulation des matières premières. Je vous parlais de l'obsidienne qui est à la fois une matière noble, on l'appelle souvent l'or noir de la préhistoire, hein. Tellement c'est une matière exceptionnelle, à la fois pour tailler, mais surtout pour utiliser aussi. Bon, alors ces obsidiennes, on n'en trouve pas partout, naturellement, et donc, quand on en retrouve dans des sites, on fait des comparaisons, des caractérisations physico-chimiques. En plus, on va dater l'obsidienne, et si on mélange tout ça, on va comparer les résultats de ces analyses sur des pièces archéologiques avec des analyses sur des coulées naturelles, géologiques d'obsidienne. Alors, par exemple, à Mumba, en Tanzanie, 300 km. Si on compare entre les deux, à plus de 300 km, sur un site que je connais bien, dont j'aurais voulu vous parler bien plus longtemps, mais de toute façon, j'ai qu'une diapo, c'est pas grave, la semaine prochaine, qui est un site en Éthiopie. Pareil, la caractérisation des obsidiennes laisse penser qu'il y aurait un approvisionnement à plus de 250 km du site, même si les datations de l'obsidienne ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, c'est-à-dire l'obsidienne elle-même, hein, de la coulée d'obsidienne en fait. Mais comme il peut y avoir plusieurs coulées, c'est pas très grave. Donc plus de 250 km. Dernière, qui serait le plus joli, mais c'est le symbolique. Voilà, le comportement symbolique. Vous en avez sans doute beaucoup entendu parler, donc je ne vais pas m'épancher là-dessus, sauf que, là encore, ces 20 dernières années, on a fait reculer de plus de 50 000 ans ce qu'on pensait être réservé au Paléolithique supérieur en Europe. Alors, c'est visible à la fois dans ces pièces d'ornementation, ces objets de parure, les perles en coquillage, quasi exclusivement d'ailleurs en coquillage marin. Donc on en retrouve du nord au sud, hein, et encore on n'a pas tout trouvé au nord. En Afrique du Nord, hein, j'ai mis qu'un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples. Les plus connus vont être celles peut-être de Blombos, dont vous avez sans doute entendu parler. Il y en a aussi à Siboudou, dans tous ces sites dont je vous parlais tout à l'heure, 75 000 ans, etc., etc., donc de plus anciens. Les travails de l'ocre, avec toutes ces pièces d'ocre gravées qu'on a retrouvées, là encore à Blombos, dans tout ce corpus de sites sud-africains. On a aussi, et ça c'est absolument magnifique, les coquilles d'œufs d'autruche gravées, découverts à Diepkloof, dont je vous parlais tout à l'heure, dans des niveaux datés environ à 60 000 ans. Donc les auteurs, dont Pierre-Jean Texier parle peut-être, ils ont réussi à en remettre quelques-uns, à en remonter les uns sur les autres, donc sans doute utilisés comme récipients gravés. Et puis, quoi d'autre? Il y a autre chose. Ah oui, les tablettes peintes. Moi, je suis un petit peu triste, je travaille un petit peu en Namibie, et pendant longtemps, puisque ces tablettes peintes d'Apollo 11 en Namibie étaient, jusqu'à la découverte des restes à Blombos en particulier, quasiment les plus anciens témoignages justement de ce comportement symbolique de la culture, l'art, etc. C'était les plus anciens. Bon, bah maintenant, ils ont 26 000 ans, c'est pas terrible, mais je devais quand même vous le préciser. Je synthétise. J'ai pas fait de conclusion parce que je savais que j'arriverais à la fin, mais je vais en faire une quand même. Rupture avec l'uniformisation acheulienne, très bien. Diversification et régionalisation des comportements. Il y a des innovations technologiques dont je vous ai parlé, hein, les pointes, les lames, etc., etc.
Ça paraît anodin comme ça, hein, j'en parle comme ça, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une extension vraiment de l'aire, du territoire, qu'on peut voir aussi au niveau de la chasse qui se spécialise, et de l'approvisionnement en matières premières. Donc une exploitation beaucoup plus large de l'environnement et naturellement des innovations symboliques. Et je finis sur celle d'Apollo 11, comme ça c'est... non, aussi de Blombos en particulier. Mais je finirai surtout sur ce terme de comportement moderne, puisque il y a aussi, naturellement, un comportement moderne, homme moderne. Si on compare avec Néandertal, il y a forcément quelque chose. D'ailleurs, on a souvent un petit peu parlé de comportement moderne en contradiction, par opposition un petit peu à Néandertal, en tout cas au début. Or, on s'aperçoit de plus en plus que le comportement moderne, tel que je vous l'ai défini un petit peu ici, pour une grande part, il est partagé par Néandertal, qui n'est peut-être pas anatomiquement moderne, mais qui a un comportement tout aussi moderne, que ce soit au niveau technique, sur le débitage des lames, etc., etc. Au Paléolithique moyen en Europe, on a aussi de ces innovations techniques, les microlithes aussi. Au niveau symbolique, pareillement, on a longtemps cru que c'était un petit peu réservé à Homo sapiens, hein, et en particulier au Paléolithique supérieur, en contradiction, encore une fois, en opposition aux moustériens néandertaliens. Sauf que bon, les découvertes se multiplient. Je crois que récemment encore, on a retrouvé des griffes d'aigle percées, ou en tout cas considérées comme faisant partie d'un collier, d'un bijou, vieux de 130 000 ans, en Croatie, à Krapina, donc plutôt néandertalien. Donc tout ça pour vous dire que le comportement moderne n'est finalement pas l'apanage de l'homme moderne, mais qu'il est partagé par d'autres que nous. Voilà. Je voulais vous demander, les microlithes, on ne peut pas penser que c'est... comment ça s'appelle? Pour l'arc, non? Bien sûr, ouais, on a aussi pensé... Oui, bien sûr, puisque... Déjà à cette époque. Comment? Déjà à cette époque. Non. Alors, naturellement, si on parle microlithe, on pense emmanchement, et en effet, on pense éventuellement à les mettre l'un au bout d'une lance, comme ça, pour faire une pointe de flèche. Mais là encore, on n'a que des suppositions, on n'a pas de preuves. Les seules preuves qu'on pourrait avoir sont par rapport à l'ethno-archéologie, où il y a encore, en effet, eu l'utilisation, dans des populations de chasseurs-cueilleurs assez récemment, l'utilisation de pointes comme ça. Mais en tout cas, pour cette période, qui est un petit peu une anomalie, hein, quand même, anomalie, mais elle existe vraiment. Donc là, on n'a aucune preuve, aucune. Et on n'a aucune preuve, encore moins d'arc, quoi. On aurait peut-être on a juste les microlithes, donc ça fait beaucoup pour penser à l'utilisation d'un arc, etc. Que l'on suppose beaucoup plus, par contre. J'en parlerai peut-être un tout petit peu la semaine prochaine pour le Later Stone Age, justement. Pour la période qui suit après, on a beaucoup plus d'informations, pas tant sur les microlithes, mais sur l'utilisation potentiellement de lances empoisonnées et de flèches empoisonnées. Mais bon, sur les microlithes... Une autre question, si vous voulez bien. L'aiguille à chat, est-ce qu'elle apparaissait déjà en Afrique à cette époque-là? Pas à cette époque-là. On en a, là encore, ça va être plutôt Later Stone Age. On n'a pas trouvé de reste, non. Dans votre réponse précédente, vous parlez de poison. On a déjà découvert du poison sur des flèches ou des choses préhistoriques. Si oui, à quelle époque? Vous pouvez en dire un peu plus? Ah oui, je peux en dire un tout petit peu plus. 50 000 ans. Un site sud-africain qui a été sur des vieilles collections. Alors en plus, c'était assez drôle, qui a fait reculer justement l'utilisation de ces poisons tels qu'on peut les connaître par les chasseurs-cueilleurs San au Bushman,
sur donc des niveaux qu'on appelle Later Stone Age, parce que là aussi il y a du microlithe, etc. Mais ça on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Dans des niveaux Later Stone Age, dans le site de Border Cave, et on a retrouvé des résidus de poison sur des fragments végétaux. Ce qui fait dire d'ailleurs, parce qu'on associe beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Later Stone Age à ces derniers chasseurs-cueilleurs SAN. Et depuis maintenant, on sait que génétiquement, la diversité étant ce qu'elle est, etc., les SAN seraient originaires d'Afrique australe depuis 20, 30, 40 000 ans. Et donc, pour les auteurs en particulier, ça montre que peut-être, culturellement en tout cas, il y a une continuité depuis 50 000 ans dans cette partie de l'Afrique. Voilà, génétique plus comportement, ça fait beaucoup. C'est à propos de l'approvisionnement en obsidienne, 300 km, comment ça se passait Oui, parce que non, mais c'est vrai que marcheurs, mais quand même. En fait, c'est pas tout à fait ça. Alors, premièrement, par exemple, au néolithique, donc sur une période beaucoup plus récente, mais au néolithique en particulier en Méditerranée, il y avait carrément des échanges d'obsidienne. Quand je vous disais or noir de la préhistoire, c'est-à-dire que il y avait non pas un trafic, mais un quoi ? Un commerce, oui. Commerce, c'est pas terrible non plus. Et donc, naturellement, il ne faut pas montrer dans les périodes plus anciennes, il ne faut pas voir les 250 km comme je vais chercher mon obsidienne, je fais 250 km et je reviens. Non, c'était sans doute aussi, là encore, non pas des échanges, voilà, c'était échanges que je cherchais tout à l'heure, non pas comme des échanges, pas forcément, mais en moins comme une territorialité et des haltes saisonnières, etc., aussi. Ils ne faisaient pas 250 km en une journée. Mais en tout cas, ils avaient connaissance de ce vaste territoire. Est-ce qu'on a trouvé à chaque fois des fossiles humains associés avec les différents types d'outils dont vous parlez ? Oh ben non, jamais même. Non. Pas jamais, mais c'est les fossiles humains, d'ailleurs tout le monde en parle, etc., parce que c'est les plus rares, finalement. Donc non, pas dans tous les sites dont je vous ai parlé, rares sont ceux où on a réussi à retrouver des fragments humains. D'ailleurs, comme j'en parlais peut-être, pour l'émergence d'Homo sapiens, pour vraiment les premiers fossiles, par exemple, autour de entre 100 et 200 000 ans, on a très peu de fossiles. Très peu de fossiles. Et même après, dans tous les sites, par exemple en Afrique du Sud, je parle sous contrôle de quelqu'un ou pas? Non. À part Clasis River, par exemple, c'est sur les doigts de quelques mains. Il n'y en a pas beaucoup, non, pas beaucoup. Et puis, naturellement, si on retrouve des restes humains, on va les retrouver dans un niveau. On ne va pas retrouver dans chaque niveau des restes humains. Donc ça, c'est rare. Et donc, les fossiles humains que vous avez trouvés, donc c'est quelle espèce à ce moment-là? Ah, de restes humains? Oui. Ah ben là, on est assez tranquille en Afrique, c'est ça qui est quand même bien. Sapiens. Ouais. La dernière question m'invite à vous en poser une autre, c'est la question de la quantité de matériel. Parce que sur les schémas que vous venez de montrer, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'obsidienne, de silex, d'outils, etc. Donc c'est surabondant presque. Oui. Alors, assez souvent dans ces cours ici, on dit qu'il y a des industries locales et puis on vend à d'autres, etc. Comme s'il y avait carrément du travail à la chaîne. Bon. Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce raccourci, bon. La question que j'aurais posée donc la suivante, est-ce qu'on peut extrapoler de la quantité d'outils à la population locale et à la démographie locale? Voilà la question, puisque vous venez de dire que les résidus de squelettes sont rarissimes. Donc, je pose la question d'inférer de la production à la population. Voilà. Excusez-moi. Non, mais j'ai compris la question. C'est un élément pour discuter de cela. Ce n'est naturellement pas le seul. Et il y a des biais, donc il faut faire toujours attention.
on a rarement aussi une couche, une occupation, etc., etc. Là, on a des espèces souvent de palimpsestes, donc qui vont durer, je ne sais pas, sur des centaines d'années. Donc, on a une accumulation d'occupations répétées. Donc, c'est assez difficile. Mais surtout sur des périodes assez anciennes où la résolution chronologique, elle n'est pas forcément... on n'est pas sur des... quand on parle des premiers sites, etc., là, on n'est pas sur une résolution radiocarbone, par exemple, où on peut avoir vraiment des datations très précises. On est sur des datations qui sont un peu plus imprécises, donc on n'a pas une résolution très élevée. Pour tout ça, c'est en fait, plus on avance dans le temps, plus la chronologie et la résolution est haute, et plus on peut voir s'il s'agit d'occupations courtes, longues, etc., etc. Donc là, le biais est toujours présent, c'est-à-dire combien de temps? Sur combien de temps il y a cette accumulation? On peut quand même à peu près évaluer la population locale. À évaluer la population en nombre d'habitants. Ça, ça va être plutôt aussi des comparaisons avec ethnologiques, pour justement savoir un groupe, et puis aussi la taille du site. Alors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a le nombre d'artefacts, en effet. Qu'est-ce que je disais d'autre aussi? La taille du site, la superficie, donc le nombre d'objets. Et tout ça, on les mixe un petit peu, mais ça ne nous donne pas non plus. On peut éventuellement penser qu'il y avait un groupe de 10, 15, 20 personnes qui est passé ici, mais ça ne nous donne pas c'est même pas local, c'est sur un site, quoi. C'est archi-local, quoi. Après, les comparaisons avec les populations au niveau ethno, là, permettent d'extrapoler, de penser qu'on peut avoir des aires aussi d'occupation, etc. Mais tout ça, c'est beaucoup plus facile sur des périodes plus récentes.